La parentalité accompagnée. Un podcast de la MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire engagée aux côtés des enfants et de leurs familles. Épisode 2. Face au cyberharcèlement, comment soutenir et protéger son enfant ? L'accès à Internet et aux réseaux sociaux offre de multiples opportunités d'apprentissage et de connexion pour les jeunes. Mais ces outils peuvent également être le théâtre de comportements malveillants tels que le cyberharcèlement. Confrontés à des messages hostiles, des rumeurs ou encore du chantage en ligne, de nombreux enfants se retrouvent victimes de cette forme moderne d'intimidation. Selon une étude de l'OMS parue en mars 2024, un enfant sur 6 dans le monde dit avoir été harcelé en ligne, et ça sur l'année 2022. Alors face à ce phénomène inquiétant, comment réagir efficacement en tant que parent ? Quels sont les enjeux légaux et émotionnels liés au cyberharcèlement ? Quelles stratégies mettre en place pour soutenir et protéger son enfant ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Laurent Bègue-Shankland, professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, auteur de plusieurs articles sur le cyberharcèlement. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà abordé ce sujet dans une série de podcasts, Nos enfants, les écrans et Internet, mais j'aimerais qu'on fasse un rapide rappel des différents types de cyberharcèlement, car ils peuvent prendre des formes très différentes, n'est-ce pas ? C'est ça, il y a plusieurs expressions possibles. Ça peut commencer par des insultes, des menaces, des moqueries, de l'exclusion qui peuvent se manifester soit de façon directe, c'est-à-dire que les auteurs vont communiquer directement à la victime par exemple, la messagerie électronique, ou bien de façon plus publique, c'est-à-dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, on a effectivement une utilisation de ces espaces pour attaquer ou pour dévaloriser la victime. Ensuite, il y a également une autre forme de cyberharcèlement qui peut consister à divulguer des informations qui sont à caractère privé, des vidéos par exemple, ou bien des textes qui ont été produits par la victime. Et cette diffusion expose la victime à une situation potentiellement problématique, désagréable, voire humiliante, ce qui effectivement présente, donc on en parlera effectivement des difficultés pour elle. Et ensuite, on a également l'usurpation d'identité, la diffusion de rumeurs, le piratage de comptes. Tout cela relève également du cyberharcèlement. Oui, donc ça prend vraiment des formes très différentes. Quels sont les signes, parce que peut-être il y en a qui sont communs à toutes ces formes-là, qui doivent nous alerter, nous, en tant que parents ? Alors, en tant que parent, les signes sont très divers. Il y a d'abord des manifestations physiques qui peuvent être des troubles du comportement alimentaire, un manque d'appétit ou bien effectivement des comportements alimentaires inhabituels, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention qui vont faire que l'enfant a du mal à se concentrer sur les activités qu'il a réalisées. On a également des symptômes plus relevant de la sphère sociale. Par exemple, l'enfant s'isole, on voit un retrait, effectivement, il voit moins ses amis, par exemple. Il y a également des manifestations qui concernent la sphère scolaire, c'est-à-dire que l'enfant va éviter l'école, en tout cas ne pas souhaiter y aller, ou bien on constate que ses performances scolaires sont affectées, ses notes diminuent par exemple, bien son rapport au professeur semble être différent. Et puis, de manière générale, les habitudes peuvent changer. Donc, les parents, évidemment, détecteront ces changements en fonction de ce qu'ils ont déjà construit avec leurs enfants préalablement. C'est-à-dire que si on a évidemment une attention suffisamment aiguisée de ce qu'est notre enfant, eh bien, on sera plus en mesure également de sentir s'il y a des changements inquiétants qui se manifestent dans sa vie. Mais on a beau être attentif, si l'enfant ou l'ado cherche à nous le cacher, ce cyberharcèlement, il peut aussi ne pas nous envoyer ces signaux. Est-ce qu'il y a des éléments peut-être plus fins à noter, à essayer de relever ? Alors, il n'y a pas d'éléments précis qui peuvent être identifiés. C'est une attention générale des parents qui doivent se porter sur toutes les sphères de la vie quotidienne de l'adolescent ou de l'enfant. Et à partir de signaux, essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse de ce qui se passe et peut-être commencer à faire des hypothèses ou peut-être poser des questions. Mais on verra que la manière dont on pose les questions est également un élément du sujet. Alors justement, comment aborder ce sujet avec son enfant ? Comment parler du cyberharcèlement avec lui, sans le braquer ? C'est ça. La première chose à faire, c'est évidemment de prévenir en mettant en place avec ses enfants et adolescents des modalités d'échange et de communication quotidienne qui finalement préparent toute situation de crise. C'est-à-dire que le mieux, c'est évidemment d'avoir un climat général de réceptivité et d'attention aux enfants qui permet ensuite, lorsqu'il y a une crise, de la traiter.
Voilà, ça c'est, je dirais, la base pour la relation parent-enfant qui est importante. Ensuite, une fois qu'on souhaite aborder ce sujet avec les enfants, il y a plusieurs stratégies évidemment pour le faire. On peut par exemple tout simplement leur demander si le sujet a été évoqué en classe, c'est-à-dire c'est un sujet qui aujourd'hui est régulièrement abordé dans la sphère scolaire, donc on peut très bien demander à l'enfant de nous raconter ce qui a été dit par les professeurs ou bien par le personnel scolaire sur le sujet. On peut aussi venir vers l'enfant avec la documentation que l'on s'est fournie. Voilà, j'ai lu un article sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager sur ces questions? L'idée, c'est bien de créer un espace finalement de partage très libre qui permette finalement à l'adulte bien de transmettre des informations critiques concernant la manière d'analyser, de réagir à ces situations et que l'enfant comprenne que l'adulte sera toujours là pour lui. Et puis que l'enfant, s'il est déjà exposé à cette question ou bien s'il a des incertitudes concernant le sujet, qu'il puisse très librement également bien les exprimer à son père ou à sa mère ou à des proches. C'est le terreau de la bonne communication établie au préalable qui permettra peut-être d'engager plus facilement ce dialogue-là. Absolument, c'est un point très important. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un phénomène particulier, celui du sexting non consenti. Dans une grande majorité des cas, la première chose que nous, en tant qu'adultes ou parents, on peut avoir tendance à dire à cette jeune victime, c'est « Mais pourquoi est-ce que tu as pris cette photo? Pourquoi est-ce que tu l'as envoyée? Qu'est-ce qui t'a pris ?» etc. Ça, c'est pas forcément la bonne façon de réagir, parce que c'est une façon de la peut-être pointer du doigt de manière un peu brutale. La première chose à faire, c'est évidemment à essayer de stopper toute réaction impulsive, c'est-à-dire de ne pas manifester de jugement, de phrases malencontreuses, et de faire comprendre à l'enfant qu'il est bien sûr victime, qu'on est là pour l'aider et qu'on n'est pas là pour évaluer, pour juger, pour parler peut-être de comportements qu'il a eu, peut-être des comportements imprudents, certes, mais qui ont conduit au problème. Donc la première attitude, c'est bien une attitude de réceptivité, d'accueil et de non-jugement. Et la question du non-jugement est évidemment fondamentale puisque c'est la seule qui permettra à l'enfant de collaborer avec l'adulte pour régler le problème. Parce que les enfants sont très sensibles évidemment à cette question et s'ils ont l'impression que l'adulte va finalement prendre des initiatives qu'ils ne souhaitent pas qu'il prenne, ça risque de renfermer l'enfant sur son problème. Et le jugement des parents aussi, ça peut être terrible. On se sent déjà harcelé et en plus, on est mal jugé de la part de ses parents. Bien sûr, ça fait une source de tension supplémentaire qu'il faut essayer d'éviter. Alors comment agir concrètement quand son enfant est victime de cyberharcèlement? La première chose à faire, c'est évidemment à rappeler, à manifester de façon verbale ou physique à l'enfant qu'on est là pour l'aider, qu'on est son père ou sa mère, on l'encourage et on accepte l'idée qu'il est en difficulté et qu'on va essayer de l'accompagner sans le juger. Donc c'est très important effectivement de lui rappeler qu'on est là pour lui. Ensuite, eh bien, il est important évidemment que l'enfant comprenne qu'il ne s'agit pas de régler tout seul ce problème, qu'il ne faut pas qu'il réponde, qu'il ne faut pas qu'il se venge, mais qu'il faut qu'il prenne de la distance avec l'adulte pour analyser ce qui peut être fait pour que ça ne se reproduise plus et pour qu'à l'avenir, ces situations douloureuses soient évitées. Alors, évidemment, une réaction assez rapide doit être celle de la protection, c'est-à-dire on va essayer de limiter l'accès, en tout cas limiter la possibilité pour les auteurs de toucher notre enfant, de toucher la victime. Mais comment on peut faire? Alors, il y a plusieurs, je dirais, solutions plus ou moins techniques, mais toutes accessibles. On peut commencer par désactiver les notifications qui permettent de voir que telle source nous a contactés ou bien nous a évoqués. On peut bloquer le compte problématique. On peut évidemment identifier les adresses mail et les bloquer également, limiter l'accès. Donc, il y a encore une fois des dispositifs qui sont inhérents à chaque type de support qu'il s'agit de mobiliser pour précisément éviter que l'enfant soit à nouveau en contact avec la source de stress et la source de harcèlement. En cas d'incertitude, sur les modalités techniques d'intervention, on va y revenir. Il existe bien sûr des aides, je dirais, gouvernementales, par exemple, qui sont à disposition. Par exemple, le 3018 est un numéro dédié, en fait, aux situations de harcèlement. Donc, en cas d'incertitude, la première chose à faire, ça peut être, bien sûr, d'utiliser cette ressource. Et ce 3018, on peut l'appeler, nous, parents, autant que l'enfant? Bien sûr, il est possible pour toute personne du milieu éducatif, l'enfant lui-même, de composer ce numéro pour trouver de l'aide.
Par ailleurs, lorsque l'on va, identifier, la source ou lorsqu'on a pris connaissance des messages problématiques, il est important pour la suite du processus de garder des traces, les plus fidèles que possible. Par exemple, effectuer des copies d'écran en essayant d'avoir des informations temporelles, hein, sur effectivement le moment où ça s'est passé, la date, l'heure même éventuellement. On peut, pour réagir aussi, contacter l'hébergeur pour, effectivement, faire connaître, le problème. Et ça marche, ça? Les hébergeurs Alors, répondent? ça dépend effectivement, mais en tout cas, ça fait partie du pack de réponses qui existe. Encore une fois, je pense que la réponse la plus, garantie, c'est certainement effectivement, se rapprocher en fait, soit d'un site gouvernemental parce qu'effectivement ils sont aujourd'hui tout à fait à l'écoute, soit, et c'est une autre piste très importante, se rapprocher des personnels de l'éducation nationale puisqu'il existe aujourd'hui un programme qui a été très fortement, encouragé dans les milieux scolaires qui s'appelle phare. Dans le cadre de ce programme, eh bien, de très nombreux acteurs de l'éducation sont formés justement aux situations de harcèlement. Donc, ça peut être, par exemple, contacter le directeur de l'établissement, le principal, contacter des enseignants de l'établissement pour leur poser des questions sur la manière de traiter une situation de harcèlement. Ça, c'est dans le cas où le harceleur provient de l'école et dans la même école, la même classe, etc. Mais ce harcèlement peut provenir d'ailleurs. Tout à fait. L'une des difficultés, c'est justement de savoir qui est le harceleur. Et dans le doute, il n'est pas inutile de faire l'hypothèse que le harceleur est connu du harcelé, ou réciproquement. En tout cas, le milieu scolaire est généralement celui dans lequel il y a des choses qui se passent au niveau du harcèlement. Et donc, même si on n'est pas sûr que le harceleur est un autre élève, il est tout à fait raisonnable et même indiqué de se rapprocher de l'éducation nationale pour profiter finalement de la capacité qu'ont ces services à traiter des situations de cette nature. Une dernière chose, on peut tout à fait faire une démarche auprès des autorités, par exemple du commissariat, pour tout simplement faire un dépôt de plainte en se présentant avec le maximum d'éléments objectifs, hein, des copies d'écran, des impressions, qui permettront à la police de remonter effectivement aux sources et à la fois de bloquer les comptes problématiques, d'avertir les hébergeurs et évidemment de faire une investigation pour déterminer qui est l'auteur ou qui sont les auteurs. Vous avez parlé du rôle du programme phare, vous l'avez évoqué. Quelle pourrait être, selon vous, l'implication de l'équipe éducative? Quel rôle peut-elle jouer à la fois dans la prévention et dans la protection des enfants harcelés? Alors, l'équipe éducative est très sensibilisée précisément au caractère systémique du cyberharcèlement, hein, qui peut impliquer plusieurs acteurs dans un contexte particulier. L'équipe va donc accompagner la victime en la mettant éventuellement en contact avec des professionnels de santé qui pourront, si c'est nécessaire, eh bien l'aider à verbaliser et à évacuer peut-être les émotions désagréables qui l'habitent. Donc on a évidemment un accompagnement psychologique qui peut être proposé si du moins la victime le souhaite et si l'atteinte finalement semble sérieuse, semble lourde à porter. Donc l'équipe est là pour proposer des services. Après, il y a également une implication de l'équipe dans la manière dont l'auteur peut éventuellement être pris en charge, puisque lorsqu'on identifie qui est l'auteur, ce qui est tout à fait possible, eh bien, on va également l'accompagner et essayer de faire le point avec l'auteur sur sa conscience de ce qu'il a fait et comment faire pour, je dirais, limiter évidemment la récidive, comment faire pour régler le problème à l'avenir. Donc tout ça, ça implique effectivement toute une équipe qui est formée au phénomène du harcèlement, qui est formée à la manière de traiter ce genre de crise. Et lorsqu'il y a un problème de harcèlement, c'est un problème qui est traité, en tout cas au sein de l'éducation sociale, de façon très générale. Donc l'ensemble de l'établissement est averti qu'il y a à traiter effectivement ce type de situation. Et donc tout est mis en œuvre pour que, à tous les niveaux, la conscientisation et l'action soient menées. Vous parliez de conseils auprès d'un psychologue, psychiatre, d'une prise en charge pour les besoins émotionnels. Ça, c'est quelque chose qu'on peut recommander, a priori, à tous les enfants harcelés? Alors c'est évidemment à apprécier en fonction du retentissement de ce harcèlement pour les enfants. Dans de nombreux cas, ce n'est pas nécessaire. Mais si l'on constate que l'enfant a du mal à reprendre une vie scolaire normale, à reprendre des rythmes normaux en termes de sommeil, en termes d'alimentation, tout cela est une indication à ne pas rester inactif et à se rapprocher, par exemple, pour commencer peut-être effectivement d'une infirmière ou d'un infirmier scolaire qui pourront effectivement adresser au psychologue scolaire, par exemple, si cela est nécessaire. Aujourd'hui, les infirmiers scolaires sont formés à ce genre de sujet? Absolument.
Tous les personnels de santé aujourd'hui sont avertis de la gravité en fait et des effets du cyberharcèlement et donc sont en mesure d'orienter les parents ou les enfants vers les personnes idoines pour surmonter l'épreuve. Et notamment dans le milieu scolaire. Alors, en tant que parent, quels conseils vous pourriez nous donner sur la façon de bien prévenir son enfant et de lui donner quelque part les bons réflexes, le bon comportement pour qu'il ne se fasse pas harceler à l'avenir? Alors la première chose à faire, c'est évidemment à évoquer avec les enfants quelles sont les règles du jeu, c'est-à-dire le cyberespace, c'est un endroit où il y a des logiques psychologiques qui sont en œuvre. La distance physique, par exemple, peut produire des comportements dont on ne mesure pas l'impact sur le destinataire. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est important que l'on mesure et que l'on évalue quelles peuvent être les conséquences de certaines paroles qui sont communiquer en public, par exemple. La règle du jeu, ça va être aussi tout simplement rappeler à l'enfant que s'il est victime, il a bien sûr la possibilité, et même il doit en parler à ses parents ou à des proches, lesquels ne vont pas le priver pour autant de l'accès au téléphone ou à Internet. Il faut vraiment être très clair sur le fait que l'enfant doit être absolument certain qu'on ne va pas le priver d'une ressource, parce que évidemment c'est souvent cela qui fait que les enfants cachent le harcèlement, c'est qu'ils ont peur qu'on les coupe de cette source de sociabilité fondamentale. C'est ça, c'est important, pas de chantage. Il n'y aura pas de attention, pour te préserver d'un éventuel cyberharcèlement, tu es puni, je te confisque à la fois le téléphone, l'accès à Internet, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête en tant que parent. Ne pas faire un peu le bâton et la carotte. C'est ça. Le deal, c'est vraiment que l'enfant comprenne que lorsqu'il a droit ou accès à un téléphone, eh bien, c'est son téléphone. En tout cas, bien qu'il y ait des règles, évidemment, à mettre en place sur la durée d'utilisation, sur le temps d'utilisation, mais tout de même, il doit être certain qu'on ne va pas lui retirer son téléphone parce que précisément c'est un objet qui a beaucoup d'importance pour lui parce qu'il lui donne accès, comme chacun sait, à de nombreux services et surtout de nombreuses situations sociales. Mais en même temps, l'autre aspect, c'est qu'il doit être conscient que s'il y a des choses qui s'y passent, il doit ne pas les laisser l'atteindre et partager les problèmes s'il en rencontre. Et ça, ce contrat, on l'établit avec l'enfant le jour où on lui met un téléphone entre les mains, c'est ça ? C'est ça. Il a accès à un nouvel espace. Il doit comprendre que cet espace, il est pour lui, mais qu'en même temps, en tant que parents, nous souhaitons l'accompagner, être présents pour lui, et que s'il rencontre des difficultés, nous lui demandons de nous en parler. Par ailleurs, il doit également comprendre qu'il ne peut pas lui-même être auteur de comportements problématiques pour autrui. Donc, non seulement s'il est victime, il doit le faire connaître et avec le parent, l'adulte, l'éducateur, l'infirmière, le psychologue, trouver des solutions. Mais il ne peut pas être lui-même non plus auteur et doit donc certainement, effectivement, comprendre que lorsqu'on écrit certaines choses, notamment sur ce média-là, qui est un médium par lequel, évidemment, beaucoup d'informations ne passent pas, les informations, par exemple, visuelles, donc on n'est pas conscient de l'impact de ce qu'on écrit sur autrui, les choses sont beaucoup plus compliquées, en fait, qu'en face à face. Il doit comprendre qu'il y a une certaine prudence dans la communication à avoir pour ne pas blesser involontairement. Beaucoup de harceleurs, lorsqu'on les interroge, eh bien, confient qu'ils n'étaient pas du tout conscients de l'impact de leurs paroles sur les victimes. Et on peut les croire, puisqu'effectivement, la communication médiatisée par les dispositifs électroniques nous coupe de certains paramètres qui, en général, dans la vie ordinaire, nous permettent d'ajuster ce que nous disons à autrui. Comme la réaction en face à face, on voit qu'on a touché quelqu'un, il peut se mettre à pleurer, il peut s'énerver. Là, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus anonyme. Et si on découvre en tant que parent que son enfant est un harceleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que dans ce cas-là, on peut lui confisquer son téléphone ou ça n'a absolument rien à voir et ça ne réglera pas le problème? Alors, je crois que les règles sont les mêmes, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut arriver à activer finalement quelque chose de sérieux en termes de prise de conscience et de prévention pour la suite. Cela peut signifier par exemple que le parent, bien sûr, va avoir une explication avec son enfant, mais pourquoi pas, il va avoir l'initiative de peut-être aller plus loin et se rapprocher de l'école ou du collège pour régler le problème de façon plus large, par exemple, pour être soucieux de la suite pour la victime, puisqu'effectivement, on peut très bien se rendre compte qu'il y a un problème, mais encore faut-il peut-être aller jusqu'au bout et que des excuses soient présentées, éventuellement une sanction soit prononcée, en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que la victime y trouve également son compte.
Est-ce que aller présenter ses excuses à la victime est une bonne chose? Encore une fois, tout dépend de la situation. Je crois que là, il faut faire confiance au personnel formé dans l'éducation nationale, qui ont vraiment des protocoles tout à fait porteurs et remplis de bienveillance, mais également de prudence, qui permettront de régler des situations comme celle-ci. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux parents en cas de harcèlement ou pour justement le prévenir? Alors, le harcèlement, c'est évidemment une situation qui est déterminée par le temps passé sur le cyberespace. Et donc, plus le temps passé est important, plus le risque de cyberharcèlement augmente. Donc, des parents qui sont soucieux de réguler le temps passé ou soucieux de partager avec leur enfant des informations sur les contenus qu'il fréquente, ou les comportements qu'il a ou les loisirs qu'il aime, eh bien, se donnent des outils pour éviter justement que leur enfant soit harceleur ou soit harcelé. Donc finalement, se rapprocher des enfants, s'intéresser à ce qui les intéresse, essayer de comprendre leur rapport finalement au numérique et à autrui à travers le numérique peut être un très bon moyen de faire de la prévention. Merci Laurent Beck-Shankland pour tous vos conseils. J'espère qu'ils aideront certains parents soit à accompagner leur enfant, soit à les faire sortir d'une situation de cyberharcèlement. Je rappelle aux auditeurs qu'un épisode de la série du podcast Nos enfants, les écrans et Internet est entièrement dédié au cyberharcèlement. Vous pouvez le retrouver sur le site de la MAE. Découvrez les autres épisodes de la série pour une parentalité accompagnée sur mae.fr. À très vite!